Voilà, donc bonjour à tous. Nous allons entendre aujourd'hui, écouter Thibaut Fournet. Donc Thibaut Fournet est archéologue et architecte. Il est actuellement ingénieur de recherche au CNRS et membre de l'équipe ORAM du Grand Laboratoire ARSCAN. Et il est en même temps l'un des directeurs de cette équipe ORAM. Formidable, tout marche. Donc, ce que je vous disais, c'est que je vais vous présenter effectivement une partie des résultats qu'on a établis dans le cadre de je vais m'asseoir peut-être, dans le cadre de la mission archéologique française à Petra, dirigée par Laurent Tolbeck. Mais ces résultats, ces découvertes d'édifices thermaux, de termes romains et nabatéens, il est important de les remettre en contexte. Ils sont intéressants en soi. On a ici une photo. Bonsoir. On a ici une photo de cette découverte à Petra, des bains du Djebel Routa dont je vais vous parler. Mais il faut remettre tout ça en contexte et considérer le bain ici comme un objet historique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre d'un projet soutenu par l'ANR, Balnéorient, où on a considéré le bain au Proche-Orient depuis son origine, à l'époque grecque, jusqu'à nos jours. Donc le projet, c'était de suivre 25 siècles d'architecture thermale, de pratiques thermales, et de considérer ces pratiques thermales comme un objet historique qui permettait d'éclairer les différentes sociétés qui l'ont pratiqué. Et le Proche-Orient, pour ça, il est un terrain d'étude formidable. Déjà parce qu'il avait été sous-étudié. Disons qu'il y a un patrimoine archéologique, thermal, extrêmement riche, extrêmement dense, des vestiges très bien conservés et paradoxalement très peu étudiés. Et que par ailleurs, les textes, l'épigraphie, mais aussi les papyrus pour l'Égypte et tous les textes que les historiens ont pu étudier sur le sujet sont extrêmement riches. Et c'est la première fois qu'on prenait cet objet bain vraiment comme un prisme à travers lequel éclairait différentes sociétés du Proche-Orient. Et c'est en plus la région dans laquelle on pouvait, alors c'est un petit peu ce que j'ai voulu évoquer par cette image, le passage, parce que c'est en ça que le Proche-Orient est intéressant, d'une tradition antique, les termes romains, au hammam, et à ce qu'il a pu devenir et à ce qu'il est encore aujourd'hui. Et donc c'est cette transition sur 25 siècles qu'on a voulu aborder, et les travaux de Petra se rattachent à ces problématiques multiples. Et le bain, c'est aussi une pratique qui revêt énormément de signification. C'est à la fois un lieu de nudité, de promiscuité des corps nus, de chaleur, le lieu de tous les fantasmes, un lieu de perdition, mais c'est aussi, paradoxalement, un lieu de purification. Et on connaît les liens entre bain et ablution dans l'islam en particulier. Et c'est ce côté un petit peu contradictoire de ces significations que revêt le bain que l'étude de l'architecture et des pratiques permettait de révéler un petit peu à toutes ces périodes. Notre travail, dans le cadre de Balnéorient, a permis, dans un contexte assez large, hein, qui va de l'Égypte jusqu'au nord de la Syrie et à Chypre, sur la base d'inventaires, de fouilles, de dépouillements, de multiplier la connaissance sur le bain. Ici, c'est ce qu'on avait au début du projet. Il y avait une quarantaine d'édifices qui étaient connus par les textes et l'archéologie. À la fin du programme, on était à plus de 200 édifices. Donc on voit à quel point le corpus s'est développé et a permis de comprendre beaucoup mieux ces différentes pratiques. Et c'est un travail, je vous disais, qui s'intéressait à un objet historique qui avait été peu étudié. C'est une pratique qui avait été jugée peut-être trop légère pour les historiens ou les archéologues qui sont intéressés traditionnellement à l'architecture religieuse, à l'architecture militaire, à l'urbanisme, voire à l'habitat. Mais les bains étaient dans cet entre-deux, pas vraiment un monument, pas vraiment de l'habitat. Et surtout, beaucoup d'archéologues se sont trouvés confrontés à la complexité de vestiges. Ce sont des monuments qui sont des machines. Et c'est là que pour moi, en tant qu'architecte, le sujet était passionnant. Ce sont des bâtiments qui fonctionnent, contrairement à une église, un temple ou un rempart, où les volumes sont là, l'espace est là. Mais dans le cas de bain, on a de vraies machines qui devaient gérer des circulations humaines, des circulations d'eau, de l'adduction, des évacuations, du chauffage, le chauffage de l'eau, le chauffage de l'air, énormément de fonctions techniques, on va dire, qui laissent des vestiges qui sont d'une complexité folle. Et cette complexité, elle se heurte en plus à des contraintes extrêmement fortes également, le feu, l'eau.
Et donc, elles s'abîment très, très vite. Et donc, elles sont renouvelées extrêmement souvent. Ici, à l'écran, ce sont les bains de Karnak, dans le sud de l'Égypte, sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Et on voit sur ce plan ici, pierre à pierre, déjà la complexité des vestiges. Et quand là-dessus, on essaie de faire un petit peu d'archéologie du bâti, on voit que ce bâtiment, alors ça y est, je ne peux plus passer la diapo. Ah, ça y est, voilà, pardon. C'est bon, pardon. Donc ici, on voit, j'ai mis en différentes couleurs les différentes phases de transformation de ce bâtiment et on voit à quel point c'est complexe. On voit à quel point le bâtiment se transforme et toutes ces transformations qui sont liées à la fragilité des dispositifs nous éclairent aussi sur l'évolution des pratiques. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de voir à travers toutes ces évolutions, à travers tous ces bâtiments, sur une géographie assez large, comment la pratique du bain va évoluer. L'autre intérêt de la région, je vous le disais, c'est que les vestiges sont très bien conservés. Ici, deux exemples. Un exemple romain en Syrie du Sud, un exemple omeyyade, 7e, 8e siècle, en Jordanie du Nord, où on voit que les bâtiments, parfois, sont quasi intacts. Il manque les rideaux, parfois. C'est vraiment assez exceptionnel. On a un autre exemple ici à Cergila, étudié par Gérard Charpentier, où pareil, il ne manque quasiment que la toiture et quelques robinets, mais le bâtiment est intact et on voit à quel point il était utile de tenter de synthétiser un petit peu cette documentation archéologique extrêmement riche. L'autre intérêt, je vous le disais, c'est cette continuité qu'on observe au Proche-Orient. Et c'est probablement la seule région où on a cette réelle continuité. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter sur cette coupe, une coupe chronologique, on va dire, où à gauche, on a des termes, des bains grecs plutôt, des bains romains au centre et des hammams sur la droite, où on voit cette transition qu'on peut suivre parfaitement dans la région. Donc, depuis l'invention du bain collectif à l'époque grecque, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. C'est pour ça que le programme s'était intitulé 25 siècles de bains collectifs au Proche-Orient. Et enfin, dernier intérêt de cette étude qui a beaucoup fait enfin, qui explique aussi que je me sois vraiment investi dans cette problématique, c'est le plaisir de pouvoir travailler la journée sur un édifice thermal d'époque romaine et le soir, en rentrant à Damas, de pouvoir aller au hammam et d'être dans le descendant direct du bâtiment que je viens d'étudier au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et donc ici, c'est une photo d'un bain de Damas, avant la guerre bien sûr, mais je sais qu'il fonctionne toujours. Et donc, c'est le côté encore très vivant de ces pratiques et le fait que nous tous, c'est une pratique, le bain collectif, qu'on a expérimenté. Je ne sais pas parmi vous qui a déjà été au hammam, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait et où on peut très facilement, plus facilement peut-être que dans d'autres objets d'études architecturaux de l'Antiquité, on peut se projeter. Donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Alors, je vais essayer, vous avez vu, c'est très dense, c'est très long. Je ne vais pas parler du tout que de Petra, parce qu'il faut le réintégrer dans cette histoire longue. J'ai 1 heure, j'ai vu en faisant le diaporama que j'avais beaucoup trop de diapositives, que ça allait être difficile de tenir. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop vite, mais de quand même avoir une vision un petit peu large d'un point de vue chronologique et de partir de l'Antiquité grecque pour arriver quasiment jusqu'à nos jours. Alors, les Romains n'ont pas inventé l'eau chaude. On le sait, les Grecs avant eux ont développé une pratique du bain collectif dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. En revanche, en Orient plus ancien, comme autour de la Méditerranée, on remarque une absence de tradition plus ancienne. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence aussi bien en Égypte que dans l'Orient ancien. Je crois que ça parlera à certains. Ici, le palais de Marie, où alors, je ne savais pas que vous seriez là. Mais donc, on a effectivement quelques salles de bain privées, des salles de bain palatiales, mais c'est une pratique très limitée à une super élite, on va dire. Et on est dans le cadre de l'architecture palatiale privée. Ce sont des bains individuels, des petites salles de bain. Il n'y a pas de pratique collective. Cette pratique collective, elle apparaît en Grèce vers le 5e siècle, on appelle des cuves plates qui sont organisées en couronne et ce dispositif, cette forme architecturale apparaît donc dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, d'abord dans des gymnases, puis dans des édifices vraiment dédiés, et avec le souci, bien sûr, de regrouper, de mutualiser des installations techniques, donc l'eau, le chauffage. Cette forme est assez originale. On imagine des pièces qui étaient couvertes de coupoles et on se lavait dans les bains grecs en 2 temps. D'abord un bain d'hygiène, donc dans ces cuves plates, ici, alors, est-ce que ça va marcher?
Oui, voilà. Ici, une petite restitution que j'ai fait des bains de Taposiris dont je vais vous parler juste après, de la façon dont on se baignait à la grecque. Donc, en fait, ces cuves plates sont souvent, ça a été appelé baignoire sabot, sauf que sur les édifices les mieux conservés, on voit que l'avant est très bas. En fait, c'est plutôt une sorte de douche assise dans laquelle on se lave par affusion. Donc, on se lave avec de l'eau chaude dans des petites cuves individuelles. À chaque cuve est associée une niche dans laquelle on mettait ses affaires, ses serviettes, son savon. Et on se lave donc individuellement, mais en société. Et on se baigne entièrement nu. Ici, un parallèle, le tub anglais du 19e siècle, c'est exactement ça. Donc on n'a pas vraiment évolué de ce point de vue-là. On peut tout à fait se baigner dans ce genre de douche assise par affusion. Et, euh, et ces pièces donc circulaires, ces toloïs, sont organisées souvent par deux. On a aussi un autre exemple en Égypte, à Bouto, où des bains ont été fouillés par le service des antiquités égyptiennes, où on voit exactement cette même disposition de rotonde à cuve plate. Et donc ça, c'est la partie, le bain hygiénique, on va dire, le bain où vraiment on se lave. Et à côté de ça, on le voit sur cette typologie un petit peu de bain d'Égypte, de Grèce ou de Sicile, de Grande Grèce, à ces couronnes de cuves plates sont associées d'autres pièces avec des baignoires ou des bassins. Et on le voit ici se matérialiser en rouge sur ces plans, un dispositif de chauffage. C'est-à-dire que ces bains avaient une production de chaleur pour permettre de chauffer l'eau, mais aussi les espaces et d'alimenter tout ça en eau chaude. Ces édifices sont relativement nombreux. En tout cas, ils le sont beaucoup plus maintenant à l'issue du projet qu'à l'origine. Il y a actuellement, dans l'inventaire qu'on a pu faire dans le cadre d'un autre programme international, il y a une centaine d'édifices qui ont été retrouvés dans le monde antique, dans le monde méditerranéen, de Kérkouane jusqu'à Chypre, de Marseille jusqu'à Karnak. Et sur cette centaine d'édifices, la moitié exactement se trouve en Égypte. Et ça, c'est une des grandes surprises du programme Balnéorient. Ce bain grec, dont on pensait qu'il était principalement grec, à l'époque hellénistique, va se répandre dans tout le monde hellénisé, dans tout le monde hellénistique, et en particulier chez les Ptolémées, où on va avoir un nombre d'édifices tout à fait exceptionnel. Ici, donc, les bains de Karnak, dont je vous montrais une photo tout à l'heure, situés juste devant le premier pylône, dans un quartier d'époque hellénistique. Et on voit sur la droite de l'image, cette tache sombre ici, c'est un réservoir d'eau qui est associé de l'autre côté à une chaudière. Alors, on le voit mieux sur la coupe qui est là, une coupe où j'ai essayé de restituer un petit peu les volumes de la partie chaudière, justement, où on a un foyer et qui permettait de chauffer un réservoir d'eau, mais également les espaces. On le voit encore mieux sur un autre exemple extrêmement intéressant à Taposiris Magna, près d'Alexandrie, à 45 km à l'ouest d'Alexandrie. C'est un programme qui était dirigé à l'époque par Marie-Françoise Boussac et qui m'avait chargé avec Bérengère Redon d'étudier cet édifice qui est exceptionnel parce que troglodyte, donc intégralement conservé. On a ici une vue un petit peu ouverte que j'avais pu dessiner à l'époque de cette installation qui est donc à moitié bâtie et à moitié creusée dans le rocher. Une photo où on voit à quel point ce bâtiment est exceptionnellement bien conservé. Donc lui, il date plutôt du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et on voit donc cette disposition des cuves plates, des petites niches. Et l'autre intérêt du bâtiment, c'est que dans la partie construite en avant du rocher, on a retrouvé un dispositif de chauffage extrêmement sophistiqué et relativement bien conservé. Alors, on le voit mieux sur une photo peut-être, mais vous voyez au niveau de la flèche rouge, c'est le foyer, c'est là qu'on alimentait un foyer. Et ce foyer chauffait un bassin qui devait être au-dessus du petit 3 bis, qui donnait sur la pièce 3, d'où on pouvait puiser de l'eau chaude et aller dans les différentes rotondes. Mais également, la cheminée, au lieu d'être simplement une cheminée verticale, partait horizontalement à travers le mur et rejoignait une sorte de radiateur chauffant. Alors, on est au 2e siècle avant Jésus-Christ, et donc c'est l'invention, je pense, du radiateur chauffant, où on voit que l'air chaud, à travers le mur, rejoignait cette paroi creuse qui est faite de tuiles posées de champ. Tout ça a été enduit et peint, et on avait une paroi chauffante. Donc là, on voit qu'avant que le bain romain ne se développe dans toute la Méditerranée, on avait en Égypte une évolution du bain grec et une transformation vers plus de confort. Donc voilà, ici on a une petite perspective où on voit ce système de chauffage, de bassin et de parois chauffantes. Alors ce qui est intéressant, c'est que le bain grec, il est donc, enfin, le bain grec et hellénistique, il a un succès incroyable à l'époque, et à l'époque déjà, et ça on va le voir, c'est un petit peu une sorte de fil rouge de l'histoire du bain collectif. Le bain va s'attirer déjà des remarques moralisatrices, on va dire. C'est un bain qui, dès le début,
dès le début, les moralistes vont s'écrier que c'est un appel à la luxure, que c'est un lieu amollissant. Il y a Aristophane, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui va dire que la jeunesse se perd dans ces édifices, c'est amollissant, etc. Donc, et ça, ces critiques, on va dire, de la morale face à la pratique du bain, ça va vraiment, pendant le XXe siècle, on va avoir le même discours. Et plus il est fort, plus le bain a du succès, en fait. En réaction et en négatif, on voit le succès du bain à travers l'émergence des critiques des moralistes de tout poil. L'autre intérêt de l'Égypte pour le bain d'époque hellénistique, c'est la documentation papyrologique. Et à une architecture très bien conservée, on peut associer, pour comprendre le fonctionnement, des papyrus qui sont souvent extrêmement pittoresques. On a trois exemples, en particulier un exemple où souvent ce sont des actes juridiques, des gens qui déposent plainte, des mains courantes, on dirait maintenant. Où là, par exemple, on a une femme qui se plaint d'avoir été dépouillée de ses bijoux dans la rotonde des femmes. Et ça, c'est intéressant. On a ces édifices qui ont deux rotondes. Elles nous parlent de la rotonde des femmes. D'autres papyrus parlent de la rotonde des hommes. On aurait une séparation par sexe déjà dans ces édifices collectifs. Il y a un autre document qui est intéressant. C'est une autre plainte dans le Fayoum d'une femme qui va écrire en disant: c'est une honte, j'ai été ébouillantée par le garçon de bain dans la rotonde des femmes. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que déjà, on a bien confirmation que un personnel venait apporter de l'eau chaude aux gens qui étaient assis dans ces rotondes, mais aussi que ces rotondes des femmes pouvaient accepter des hommes à condition que ce soit du personnel ou des esclaves. Donc déjà, sur cette répartition par sexe, la nudité, on voit que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait le penser de nos jours. Donc je vous le disais, ces bains se développent dans toute l'Égypte. Et Et ce qui est intéressant également en Égypte, c'est que cette pratique du bain va perdurer. Elle va perdurer alors qu'en Occident, et en particulier en Italie, le bain évolue. Je vous ai parlé des bains siciliens très rapidement, mais également dans la région du Vésuve. Et ça, on le sait aussi par la qualité des vestiges découverts. Encore récemment, à Pompéi, ils ont sorti dans la presse une découverte de l'été dernier magnifique d'un balnéaire privé extrêmement bien conservé, avec sa chaudière, ses tuyaux, ses robinets, une merveille. Et on voit que dans l'Italie républicaine, on va dire, se met en place une évolution du bain grec qui va devenir le bain romain. Ça a été très bien étudié par Henri Broise en particulier, à Musarna ou ailleurs, où on a une filiation directe entre ce bain grec, ce bain sicilien, puis les premiers bains romains d'époque républicaine. En Égypte, ça évolue également, mais pas de la même manière. Et c'est intéressant, le bain à la grecque, le bain dans des cuves plates, va perdurer parfois jusqu'au 1er siècle de notre ère. Et on le voit par exemple ici dans un petit bain privé à Edfou, 1er siècle après Jésus-Christ, où on a toujours ces cuves plates, ces dispositifs de chauffage très sophistiqués, avec un foyer, des bassins chauds, des bassins froids, une baignoire individuelle, des cuves plates, un radiateur chauffant. Donc on voit que ce bain grec égyptisé, il va perdurer à une époque où en Occident, on est déjà passé au bain romain. Alors là, on s'est un peu éloigné de Pétra, je vais y revenir en se posant la question de qu'est-ce qui se passe à cette époque-là au Proche-Orient. Pourquoi un tel succès en Égypte et qu'est-ce qui se passe en Orient? Alors ici, les points jaunes sont les bains collectifs, les bains destinés à une clientèle payante ou en tout cas à un grand nombre. Les petits carrés roses sont les bains. Elles sont. C'est bon. Voilà, très bien. Donc, c'est une pratique qui, en Égypte, est passée aux populations locales. Ça n'est pas que les colons grecs ou macédoniens qui vont reproduire un environnement culturel grec. C'est vraiment la population égyptienne, et on le voit aussi dans les papyrus, qui va aller au bain. Au Proche-Orient, c'est très différent. On n'a que des bains privés, des salles de bain individuelles. Donc ici, un exemple à Gaza, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Un zoom là sur la cuve plate. On voit là, c'est vraiment la petite salle de bain calée sous l'escalier dans une maison d'un colon grec. On a d'autres exemples ici à Betzur, mais donc quelques exemples et dans des régions pourtant extrêmement fouillées, extrêmement connues.
et si des bains collectifs avaient existé, ils auraient été trouvés par la fouille. Donc il y a une sorte de frontière invisible qui existe entre le bain égyptien et le Proche-Orient, où ce bain collectif n'arrive pas. Alors, quelle est cette barrière pour le monde juif en Palestine? L'explication souvent est liée à la religion, où il y a une sorte de réticence à cette pratique qui implique la promiscuité de corps nus et ce côté culte du corps un petit peu qu'on pouvait avoir dans le monde grec. Et surtout qu'il y avait déjà une pratique balnéaire, si on veut, avec le bain rituel, le mikvé. Je pense que vous avez déjà eu une conférence sur le sujet. Donc, on a une pratique rituelle de purification qui n'a rien à voir avec ce bain collectif d'hygiène et un peu récréatif que pouvait être le bain d'époque hellénistique. Et donc, il y a cette barrière invisible qui fait que ce bain collectif n'arrive pas au Proche-Orient aussi rapidement et avec autant de succès que dans le monde égyptien. Et ce constat, on peut l'élargir à l'ensemble du Proche-Orient, où on le voit sur la carte, plus à l'est encore, dans le monde nabatéen en particulier, rien du tout. Et c'est une vraie surprise. Là aussi, les fouilles à Petra et ailleurs, en Syrie aussi, il y a eu énormément de fouilles en Syrie. Jamais on n'a trouvé d'édifices collectifs de type grec. On en retrouve plus au nord, en Anatolie, mais rien du tout au Proche-Orient. Et il faut attendre en fait que les pratiques évoluent et pour que le bain arrive au Proche-Orient. Alors ces pratiques, je vous le disais, elles ont évolué en Occident, en Italie, à Rome, et au fur et à mesure de l'expansion, on va dire, du pouvoir romain, de l'influence romaine et surtout avec l'Empire, ces pratiques thermales romaines vont petit à petit reprendre tout le domaine du bain grec. La, L'Égypte fait un petit peu de résistance, on l'a vu jusqu'au 1er, parfois 2e siècle, on a encore des cuves plates. Partout ailleurs, c'est le bain romain et ces nouvelles pratiques, ces nouvelles technologies qui vont envahir tout l'Orient. Ici, on le voit sur ces images, c'est une pratique qui doit vous être plus familière que celle du bain grec. Ça fonctionne sur la gradation des températures. On commence par une salle froide, une salle tiède, une salle chaude, une salle du bain chaud, où en fait on commence la pratique canonique, on va dire, du bain romain, c'est traverser la salle froide, après être passé au vestiaire, arriver dans une salle tiède, s'acclimater un petit peu, passer dans une première salle chaude, un destrictarium, où on va se laver, donc nitre, savon, strigile, se décrasser, puis passer dans la salle du bain chaud, grand bain de délassement, grande baignoire collective chauffée, et on revient après, à travers les mêmes salles, jusqu'à la salle froide, où on profite d'un bain froid ou glacé, et aussi des installations type palestre, piscine extérieure, etc. Donc cette pratique-là, elle se met en place en Italie, elle se développe dans le monde romain avec aussi une technologie associée qui elle aussi doit vous être plus familière que les radiateurs chauffants d'époque hellénistique, c'est l'hypocauste bien sûr, ce système de chauffage par le sol où un foyer, on le voit ici sur l'image du bas, est relié directement à un sol suspendu, une suspensura portée par des pilettes d'hypocauste et l'air chaud, les fumées, les gaz se déploie sous la pièce en la réchauffant et remonte après dans les murs à travers des parois creuses faites de tubulures pour réchauffer l'ensemble de la pièce en même temps qu'on chauffait de l'eau dans des citernes et des chaudières. Donc un système très perfectionné et qui va rapidement s'étendre à toute la Méditerranée et au Proche-Orient. Ça arrive d'abord par les bains hérodiens. Alors ces bains hérodiens, ça reste très particulier. Encore une fois, contrairement à ce qui se passe en Égypte, en Italie ou en Grèce, on a ici l'introduction de pratiques par la sphère privée, la sphère palatiale. Et là, c'est beaucoup lié aussi à la personnalité même d'Hérode le Grand et à ses liens avec Rome et à sa distance, on va dire, avec la religion et les juifs orthodoxes, où clairement, il va vouloir s'approprier un art de vivre à la romaine et va construire dans ces différents palais des édifices privés, mais collectifs, dans le sens où il pouvait accueillir bien plus d'une personne, où clairement il accueillait une clientèle, des amis, dans le but d'impressionner et de montrer son modernisme, sa romanité. Et les modèles architecturaux qui sont utilisés, ils sont plus du tout grecs ou égyptiens, ils sont clairement romains, et on le voit ici. C'est une architecture importée, un peu clé en main, et on le voit même dans certains édifices, en particulier à Jéricho, où même les techniques d'opus réticulé sont clairement le fait d'ingénieurs et même peut-être d'ouvriers qui viennent d'Italie. Alors, cette pratique d'Hérode, elle s'arrange malgré tout avec la religion et les bains de type romain intègrent souvent
un IV qui est associé à la salle froide. Donc, quelque part, il va y avoir une sorte d'hybridation entre le bain rituel et ce bain romain qui faisait hurler les Juifs orthodoxes, bien sûr, où on était dans quelque chose qui était de l'ordre du sacrilège. Et on sait que même parfois, enfin, que le projet d'installer un gymnase à Jérusalem avait lancé une des révoltes juives. C'est vraiment quelque chose qui, intrinsèquement, posait problème aux populations juives. Et on a l'impression que dans le monde nabatéen, encore plus à l'Est, cette réticence, elle est plus forte. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis après comme image? Ouais, donc, on en arrive à Pétra, enfin. Donc, ce qui est intéressant à Pétra, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient tenus éloignés de toutes ces pratiques-là. On connaît les liens extrêmement forts entre le monde nabatéen et Pétra, avec le monde hérodien, bien sûr, mais aussi le monde alexandrin. L'architecture, les modèles architecturaux, les artisans, les artistes, tout ça sent l'Égypte à plein nez. On a vraiment une influence directe des architectes alexandrins et hérodiens sur l'architecture nabatéenne. Et ici, un autre exemple sur le Casrel Bint, qui est un petit peu le cœur de la zone qu'étudie la mission archéologique française de Laurent Tolbec. Et on voit que les liens avec l'Égypte ptolémaïque ou le monde hérodien sont extrêmement forts. Et pourtant, aucun bain, ni de type égyptien, ni même contemporain, des bains romains d'Hérode le Grand. Et ça, c'est quelque chose qui reste surprenant. C'est cette frontière invisible sur l'adoption des pratiques balnéaires collectives. Ça va arriver un peu plus tard, avec un siècle de retard, disons, par rapport au palais hérodien. Et ça, on a pu un petit peu mieux le définir et le comprendre suite à la découverte à Pétra, au sommet du Djebel Roussa. Donc, c'est un sommet, c'est une sorte de plateau sommital sur un relief qui est à l'est du centre-ville de Pétra. Donc ici, c'est le site, l'Arasmé. Et là, on arrive dans la cuvette où était la ville. Et au sommet ici de la Roupta, donc ici, sur un modèle 3D, on voit le centre-ville qui est là. Et la Roupta, c'est ce que j'ai indiqué là, où on voit ce sommet un peu tabulaire, sur lequel la mission franco-belge a fouillé une sorte de quartier un petit peu périurbain, et où on a eu la surprise de découvrir des bains posés tout au bord de la falaise. Alors, c'était une réelle surprise, parce que déjà, des bains à Pétra, on en connaissait très peu. Et des bains sur un sommet en bord de falaise, il y avait un côté assez exceptionnel. Et c'est bien ici, on voit un petit bout de la fouille dans la salle tiède. On est vraiment en bordure de falaise. Et après, ça tombe et on a un panorama incroyable sur tout le centre-ville antique. Et on voit au premier plan ces fameuses hypocausts, donc cette technologie romaine de chauffage du sol. Et c'est pour ça que très vite, on les a appelés les bains suspendus ou les bains panoramiques, parce qu'ils sont vraiment dans une disposition assez exceptionnelle. La fouille a permis d'aller assez loin dans la restitution. Ici, un dessin que j'ai pu en proposer. Les hypocausts qu'on voyait sont sous le monsieur qui est à la fenêtre là. Et on peut, sur la base de parallèles architecturaux connus dans la région, proposer une restitution assez poussée, même si le bâtiment est très peu conservé. Il est sur un sommet en bordure de falaise, il est assez rasé, mais les systèmes de chauffage sont conservés et ça permet de reconstituer toute l'architecture. Donc on voit une salle froide, un vestiaire, une salle tiède, une salle chaude, le fameux caldarium avec ses piscines collectives et son système d'hypocauste et une salle de service. Cet édifice, cependant, il est d'époque romaine. Mais ce que la fouille, il est même du 3e, 4e siècle, mais ce que la fouille a permis de mettre en évidence, c'est un état plus ancien. J'ai dessiné ici en rouge, qui est sous ce bâtiment, qui était déjà un édifice thermal et qui, lui, semble d'époque nabatéenne, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc à la toute fin du royaume nabatéen, juste avant l'annexion romaine, qui se déroule en 106 après Jésus-Christ, mais d'époque nabatéenne. Et ce serait associé à un petit naos qu'on voit ici. On a un quartier qui se développe à l'époque nabatéenne avec une sorte de haut-lieu, un petit naos, un motable, un stibadium, toute une installation à vocation religieuse. Et les bains semblent directement associés par une salle de banquet à cet édifice religieux. Donc ça, c'est intéressant, d'autant plus que d'autres édifices, suite à cette découverte, ont été mis en évidence à Pétra. Il y avait un autre édifice d'époque romaine qui avait déjà été découvert par une équipe américaine. Mais suite à ça, d'autres bains privés et publics ont été trouvés à Pétra. Il y en a maintenant une dizaine, à peu près les 2 tiers sont privés. Et les bains, quand ils sont publics, sont associés à des sanctuaires. Ça, on le voit en particulier sur les bains qu'on a étudiés dans le Wadi Sabra. Le Wadi Sabra, c'est un faubourg de Pétra qui a environ 7 km au sud-ouest et qui est en fait une des voies d'accès à Pétra depuis le Wadi Araba, depuis la vallée, donc qui était une voie importante et un poste de contrôle un petit peu avant d'arriver dans la capitale.
Et au Wadi Sabra, il y a un sanctuaire, il y a un petit théâtre cultuel, et il y a des bains qui sont assez fascinants parce ils n'ont pas été fouillés, mais ils sont positionnés ici, on voit ces vestiges, en bordure de wadi, et à chaque crue, ça fouille pour nous, en fait. Ça les décape un petit peu, et à chaque fois qu'on passe, on a de nouveaux vestiges qui sont apparents. Alors, ils sont en train de disparaître, mais chaque crue du wadi met en évidence des vestiges très bien conservés. Ici, par exemple, on voit un bassin, on voit en partie haute qui a de l'enduit sur les parois, c'est une piscine chaude, et dessous, son système de chauffage. Et les vestiges sont comme ça apparents à la surface et en partie scalpés par le wadi. Et ça nous a permis, en faisant un relevé précis, donc ici une modélisation un petit peu simplifiée des vestiges apparents, de restituer une cour à portique, dont on peut restituer le sol, et plus à l'ouest, une grande salle froide et tout un dispositif chaud. On voit ici la baignoire chaude dont je vous parlais sur la photo précédente. On peut restituer un bâtiment très romain, assez sophistiqué, avec une salle ronde également, qui sera un laconicum, une sorte d'étuve. Et cet édifice, par sa porte, là, au niveau de la cour, ouvrait directement sur un grand sanctuaire, sur un temple, et sur un téménos, à l'extérieur du téménos, mais à proximité directe du temple. Cette juxtaposition, alors ici j'ai un autre exemple qui est en Syrie du Sud, on est encore dans la sphère nabatéenne, on est au sud de Damas, on est à Sleim, près de Souaïda, en Syrie du Sud, dans la région druze. Et là aussi, un édifice, probablement du 1er siècle après Jésus-Christ. Les fouilles n'ont pas été concluantes sur la datation, mais l'architecture en elle-même, le plan et les techniques utilisées nous ramènent vraiment au 1er siècle de notre ère. Et encore une fois, c'est situé à proximité directe d'un sanctuaire. Cet édifice, il est, vous le voyez, extrêmement bien conservé. Dans cette région-là, c'est la Syrie du Sud, c'est du basalte. C'est indestructible, le basalte. Donc les bâtiments, quand ils ne tombent pas suite à un séisme, ils sont réutilisés, réhabités. Et ici, ces bains ont été réoccupés par une famille druze au XIXe siècle. Et donc, on voit la façade, on distingue assez bien ce qui est antique de ce qui est moderne. Ici, j'ai mis deux couleurs différentes sur ce dessin. Qu'est-ce que c'est que c'est très rouge, là? Peut-être que ça ne vous dérange pas trop. Je ne les ai pas à l'écran. Mais, donc, ici, on voit sur ce dessin une distinction en vert ce qui est moderne, en blanc ce qui est antique. Et quand on ouvre ça, on peut restituer toute l'architecture thermale qui est tout à fait typique des bains romains, des bains italiens même du 1er siècle de notre ère, avec un plan en ligne, avec à gauche une salle froide avec son bassin, c'est le numéro 2. Avant ça, en partie détruit, un vestiaire, un apoditérium. Et après, 3, une salle tiède, 4, un destrictarium dans lequel on se nettoyait, et 5, une salle du bain chaud. Et la façade, je m'en suis un petit peu inspiré pour restituer les bains à Petra, cette façade sur la falaise. On voit une architecture dite thermale avec des grandes baies en arc de cercle qui sont tout à fait caractéristiques de cette architecture thermale du 1er siècle. Ici, une photo de l'intérieur, on voit à quel point c'est intact. La famille russe qui s'y est installée a mis des petites portes de placard dans les niches. Il faut restituer à l'époque romaine une statue, on a encore le trou de l'arrivée d'eau, et ici un bassin. Oui, pardon. Non, parce que là, en fait, vous voyez les traits? Oui, Je vais essayer. c'est moi qui les ai fait avec mon doigt? Oui. Je suis désolé. Pourquoi j'ai gribouillé ça? Sur le rouge? Non. Souhaitez-vous effacer l'écran? Ah, merci. C'est moi qui avais gribouillé. Je suis désolé. Je sais pas comment la... Voilà. Normalement, c'est bon. Bon, super. Merci. C'est mieux. Bon, je vous disais, ce frigidarium, il est intact. On est dans une des pièces de la maison Druze. Ils ont mis des portes de placard, mais il faut restituer des statues. Une fermeture ici pour la piscine froide. C'est intact. Dans la salle chaude, c'est un peu transformé. La couverture a été refaite. Et on voit, maintenant, c'est un madafé, hein, une sorte de salon d'accueil de la famille Druze charmante qui y habite et qui nous a laissé ramper dans leur cave. Et là, on est dans la salle chaude, avec à gauche une niche dans laquelle il va y avoir un labrum, une sorte de vasque sur pied. Et la photo est prise depuis l'endroit où devait se trouver le bassin chaud. Mais le sol est bien plus haut qu'à l'époque romaine, donc ça a disparu. Mais on voit ici, dans les murs, j'ai pas fait de trace, alors, on voit ici dans les murs des saignées qui correspondent, des espèces de saignées verticales qui correspondent à ce système de chauffage par tubulure et par cheminée. Donc, on retrouve ce dispositif avec hypocauste et paroi chauffante. Et on voit sur la gauche qu'il y a une assise un petit peu saillante qui sort du mur, sur laquelle sont posés les arcs modernes. Cette assise saillante nous donne l'épaisseur
de cette double peau, de ces tubulures qui permettaient de chauffer ce caldarium. Voilà, j'ai même mis des pointillés. Donc, on a même le linteau de la porte vers le destrictarium et on a cette assise saillante donc, qui permet de restituer tout le système de chauffage. Donc voilà, je remets ici la façade et le plan. Donc on est vraiment dans des modèles dits campaniens, très similaires à ce qu'on peut trouver à Pompéi ou ailleurs, et tout à fait caractéristiques du 1er siècle après Jésus-Christ, et avec une proximité directe avec le sanctuaire. Le troisième exemple dont je vais parler très rapidement, c'est à Khirbet el-Darih, en Jordanie. C'est un site nabatéen fouillé par François Villeneuve, un grand sanctuaire d'époque nabatéenne, repris à l'époque romaine, puis byzantine et médiévale. Et là, à la fin de l'époque nabatéenne, des bains s'installent. Ici, c'est marqué bain en tout petit, près d'un caravansérail. On est sur la voie qui mène au Téménos. Donc, c'est un grand sanctuaire régional. Et à l'arrivée de la voie qui mène au sanctuaire, un caravansérail et des bains. Donc là, le lien avec le sanctuaire, il est encore plus clair. Clairement, ces équipements sont installés à proximité des sanctuaires et à destination des pèlerins qui veulent, avant de rentrer dans le temple, se nettoyer. Donc, un plan de ces bains, beaucoup moins bien conservé qu'à Sleim, mais qui reprennent une typologie très similaire, dite en ligne. Donc, on le voit à Pétra, des bains publics, Pétra et le monde nabatéen, des bains publics relativement tardifs, fin du 1er siècle après Jésus-Christ, associés à des sanctuaires, mais également des bains privés dans différentes villas luxueuses de la ville. Et Pétra ne manque pas de villas luxueuses, hein. L'architecture y est d'une richesse incroyable. Et donc, plusieurs édifices petits balnéaires privés ont été trouvés. À Gaïa, par exemple, le faubourg chic, qui est maintenant sous la ville de Wadi Moussa, la ville où il y a tous les hôtels, il y a eu des fouilles dans les années 80, 90, 2000, des fouilles de sauvetage, où des bains privés ont été trouvés, et pareil, qui datent de la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. En dessous, une découverte plus récente faite par une équipe américaine, sous le rempart d'époque romaine, au nord de la cuvette urbaine, avec, on le voit à droite, un laconicum, cette étuve circulaire qu'on avait déjà dans les bains hérodiens et qui est caractéristique de ces bains, on va dire, du début de l'époque romaine impériale. Donc, tout ça pour dire que dans le monde nabatéen, cette frontière invisible dont je vous parlais, elle est très claire à l'époque hellénistique, elle est encore claire au début de l'époque romaine, au tournant de notre ère, alors que c'est l'âge d'or à Pétra, le moment où on va construire la Rasnée, toutes ces grandes tombes, il n'y a pas encore de bains. Et les bains ne vont apparaître qu'avec le renforcement de l'influence romaine et cette tentation du luxe, on va dire. On sait qu'à Pétra, il y avait des moyens extrêmement importants, les gens étaient très riches. Et malgré cette réticence, petit à petit, on va se mettre au bain romain, mais en biaisant un petit peu pour contourner ce côté, on va dire, choquant du bain collectif. On va l'appréhender soit dans la sphère privée, ça reste une pratique familiale, on va dire, ou avec quelques invités, soit la rattacher à des pratiques religieuses en associant ces bains collectifs à des sanctuaires. Et ça, c'est très intéressant de voir comment, quelque part par la fenêtre ou par la porte de derrière, les Nabatéens vont accéder au confort et au plaisir du bain romain en essayant de lui trouver une vocation soit privée, soit religieuse. Et tout ça va aller très vite. Et dès l'annexion romaine en 106 et tout au long du IIe siècle et surtout du IIIe, tout le Proche-Orient va se couvrir. Là, c'est le raz-de-marée des bains romains où toute réticence est levée et le succès va être rapide et assez phénoménal. Alors, je passe à la partie romaine. Il ne faut pas que je traîne trop. Il y a beaucoup à dire sur toutes ces périodes. Mais à l'époque romaine, il y a deux grandes typologies d'édifices que j'ai mis ici en bleu et en rouge. Les points bleus, ce sont tous les petits bains, on va dire les bains de quartier, les bains de village, les bains secondaires. Et en rouge, les grands thermae, les bains impériaux. Alors, ce sont ces bains impériaux qu'on connaît le plus souvent. Il y a ces grandes restitutions des envois de Rome sur ici les bains de Dioclétien. Mais déjà, bien plus tôt, dès le début de l'Empire, ces bains impériaux se caractérisent par des plans symétriques extrêmement monumentaux et on considère que ce sont des édifices qui servent de vitrine quelque part à la culture et au pouvoir romain. On peut parler d'architecture impériale coloniale presque. C'est un modèle de vie à la romaine qui s'exporte dans toutes les grandes cités de l'Empire et qui vont marquer un petit peu le saut justement de la puissance romaine dans toutes les grandes villes qui vont se couvrir de ces édifices monumentaux. Donc au Proche-Orient, ça commence par la côte dès le IIe siècle et ça se développe jusqu'à l'intérieur des terres et assez loin, tout au long du IIIe et IVe siècle. Et l'autre intérêt de ces bâtiments,
c'est qu'ils sont très bien conservés et qu'ils avaient été sous-estimés. Il n'y avait pas eu d'inventaire très clair, les choses étaient peu mal connues ou mal publiées, mal datées aussi. Et dans les synthèses encore récentes sur le bain romain, on considérait que le Proche-Orient n'était pas vraiment le lieu de ces grands bains monumentaux et se caractérisait plutôt par des petits bains. Les petits bains qui justement faisaient la transition vers le hammam. Un des résultats de notre programme de recherche, c'est de montrer qu'au contraire, ces termes monumentaux sont très présents et ont une durée de vie bien plus longue qu'ailleurs dans l'Empire. Donc, par exemple, au Proche-Orient, on a maintenant, au terme de l'inventaire, une bonne vingtaine d'édifices dits impériaux. On est au même niveau que ce qui se passe en Asie mineure ou en Afrique, où on est respectivement à 18 et 19 édifices monumentaux. Donc, on est très loin de la démesure de Rome ou de Carthage. Mais malgré tout, ce sont des édifices qui répondent à cette architecture symétrique et monumentale, une vraie vitrine de l'Empire que toute cité se devait de posséder. Alors, je vais zoomer un petit peu sur la ville de Bosra. Bosra en Syrie du Sud, site sur lequel j'ai beaucoup travaillé, au départ avec Jean-Marie Denzer, dans le cadre de la mission française en Syrie du Sud, et où on a en particulier, avec Henri Broisse, travaillé sur des édifices thermaux monumentaux. Donc, ils sont ici sur cette photo cerf-volant du centre-ville. On voit ces deux grands ensembles monumentaux, en bas à gauche, en haut à droite, les thermes du centre, les thermes du sud. Et ici, par exemple, les thermes du sud, ils ont une chronologie qui est tout à fait intéressante et qui reflète un petit peu cette adaptation et cette introduction des pratiques au Proche-Orient. La première phase du bâtiment, elle est relativement modeste. Les pièces sont monumentales, mais ne se développent que sur un plan en L, relativement modeste, et très vite, le bâtiment va se dédoubler et on va mettre en œuvre un plan impérial, donc un plan double avec deux circuits symétriques et monumental. Et on a l'impression qu'il y a eu une sorte de prudence au début. Bosra était la capitale de la nouvelle province d'Arabie, donc se devait d'avoir une panoplie monumentale à la hauteur de son rang. Mais les choses se font de manière un petit peu progressive, parce que la tradition du bain était quasiment inexistante de la région. Et donc, il fallait peut-être faire preuve de prudence avec un premier édifice relativement simple, et on le dédouble assez vite. Tout ça a été prévu au départ, mais les choses se font progressivement. Et très vite, ça va continuer à se développer. On retrouve le même phénomène sur les thermes du centre, juste de l'autre côté de la rue, un autre édifice monumental. Et ici, une restitution que j'ai pu proposer du Caldarium, de la grande salle chaude de ces bains, où on voit que, là encore, les modèles développés au Proche-Orient à l'époque impériale sont des modèles 100% romains, livrés clé en main, on va dire, avec des techniques qui sont importées d'Occident. Donc, le système des hypocaustes, mais développé sur des centaines, voire des milliers de mètres carrés, ces grands bassins, ces systèmes de chaudières, ces systèmes de parois chauffantes, de tubulures, des grandes coupoles, jusqu'à 10 mètres de portée, sont des coupoles de scories basaltiques prises dans un mortier de chaux, et on a des coupoles encore en place de 10 mètres de portée. Et aussi un système tout à fait intéressant, mis en évidence lors de la fouille par Pierre-Marie Blanc, d'un dispositif de double vitrage. Ces grandes baies thermales possédait une double armature garnie de verre qui permettait, tout en laissant la lumière rentrer, de garder la chaleur dans ces grandes salles chaudes. Donc on voit on est vraiment passé à une autre échelle, on est très loin du bain grec ou des petits bains privés d'époque hérodienne, on est vraiment entré dans l'ère des thermes romains qui vont couvrir le Proche-Orient. Donc ici, par exemple, on voit l'emprise dans le tissu urbain et dans le centre-ville monumental de ces édifices. On voit aussi leur proximité. Et ce qui est intéressant quand on a étudié les deux bâtiments, c'est qu'il y a un vrai phénomène d'émulation ou de concurrence. À chaque innovation d'un des bâtiments va répondre une autre innovation de l'autre côté de la rue. On voit que tout ça, enfin, qu'il y a une émulation qu'on retrouve même de cité en cité. Et là, bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces bains romains. Il y a une lettre de Sénèque qui est délicieuse, où il raconte tous les bruits liés au bain, le cri des marchands de sandwich, des épileurs, des gens qui plongent, des gens qui rient. Enfin, il écrit une lettre où il se plaint qu'il ne peut pas écrire parce qu'il est à côté des bains, que ça fait beaucoup trop de bruit. Et on imagine bien toute cette vie et ce luxe qui devait se développer dans ces bâtiments, comme on le voit ici sur cette peinture du 19e, qui est assez évocatrice. Un autre exemple qui éclaire bien ce phénomène, c'est celui de Philippopolis, Shahaba, en Syrie du Sud toujours, qui est la ville natale de l'empereur Philippe l'Arabe. Alors Philippe l'Arabe, c'est un empereur assez fugace, hein. Il va régner quelques années seulement, à partir de 244 après Jésus-Christ. Et son village natal, qui était assez insignifiant dans le sud basaltique, toujours en Syrie, il va vouloir en faire une cité idéale. Et pour ça, il va lancer un plan d'urbanisme assez monumental,
avec en particulier des bains. Donc on voit ici ce plan qui restait inachevé parce qu'assez vite il a été assassiné. Et donc on a une sorte d'instantané d'arrêt sur image d'un chantier de monumentalisation. Et les bains sont très intéressants de ce point de vue-là, parce qu'ils sont monumentaux, complètement démesurés à l'échelle du village, et ils sont inachevés. On voit très clairement que des niches ont été bouchées et que juste une partie du bâtiment a été construite. Parce que le chantier a une durée qui dépassait celle du règne de ce pauvre Philippe. Et donc les bains sont restés inachevés. Et ça veut dire que quand on regarde le plan tel qu'il était conçu, donc on voit, c'est vraiment le plan idéal des bains impériaux du IIIe siècle, symétrie, piscine extérieure, portique, grande palestre, etc. Triple caldaria avec des grands bassins chauffés, des grandes fenêtres. On est vraiment dans toute la monumentalité de l'architecture impériale thermale. Mais finalement, voilà, paf, juste une partie va être réalisée et seules 2 salles chaudes avec des petites transformations dans le projet vont être réalisées. Et c'est intéressant, c'est un peu comme l'usine dans Tintin au pays des Soviets. On a une magnifique façade, toute la monumentalité des bains monumentaux. Et quand on rentre dedans, il y a juste un petit circuit finalement. Ils avaient plus la motivation ou l'argent une fois que l'empereur était parti. Donc c'est intéressant parce qu'on a à la fois les bains tels qu'ils étaient rêvés à l'époque et le retour à la réalité avec les bains tels qu'ils ont fonctionné. Donc, c'est un édifice intéressant. Donc, voilà ce qui aurait dû et voilà et ce qui a été fait. Et un autre exemple un peu plus éloigné, c'est à Palmyre, les bains de Zénobie. Alors, je les ai appelés les bains de Zénobie, on les appelle souvent les bains de Dioclétien, parce qu'il y a une inscription de Dioclétien sur justement ces propylées, ce grand porche monumental avec du granit d'Égypte, où il y a une inscription où, sous Dioclétien, après la reprise de la ville par Rome, il est dit que donc les bains sont remis en état, mais ils sont antérieurs. Et leur âge d'or, ces bains de Palmyre, il est plutôt justement de l'époque de Zénobie. Donc c'est pour ça que je les appelle comme ça. Et ils sont intéressants parce qu'ils sont moins monumentaux que ces grands bains impériaux. Ils ne rentrent pas vraiment dans la typologie des bains impériaux, ces grands édifices symétriques, mais ils illustrent ce phénomène de monumentalisation. Ça veut dire qu'on a un édifice qui est relativement modeste, en particulier les salles chaudes sont petites, mais le secteur froid, avec des portiques, des palestres, une grande piscine extérieure, est lui assez monumental. Et on a ici le portique, le péristyle de la piscine centrale, et au premier plan, un bassin froid. Et en fait, ces bains sont construits en 3 phases principales. Il y a un premier bloc thermal, ici en rouge, avec peut-être ce mur-là, où on voit qu'on a des bains qui sont relativement modestes et qui, dans une deuxième phase, vont être monumentalisés. On va rajouter un caldarium quand même et rajouter toutes ces salles froides et ces portiques pour en faire quelque chose qui ressemble, quand on se promène dedans, à des bains impériaux. Et c'est là qu'on voit tout le projet politique, un petit peu, et ce rôle de vitrine des bains pour dire je suis Zénobie, ma cité a des termes, et donc on voit qu'il y a vraiment, même si les bains en eux-mêmes ne sont pas très grands et que les capacités n'ont pas été vraiment augmentées lors des travaux, on a quelque chose qui va donner cette vitrine du pouvoir et cette mise en scène du pouvoir. Et c'est ce que fera Dioclétien à la reprise de Palmyre en construisant ses propylées. Dans la grande colonnade, ça va sortir, on va avoir une entrée qui va être visible et où on va, sans rien changer à l'intérieur, redonner une monumentalité et dire, voilà, Palmyre re-rentre dans l'Empire, nous avons des termes. Et d'ailleurs, le programme iconographique à l'intérieur des bains ont été retrouvés lors des fouilles syriennes des années 70, plusieurs éléments de statues en marbre, et ces grands portiques, ces péristyles, ces piscines, étaient décorés d'un programme iconographique qui reflétait justement la puissance de l'Empire avec des personnages cuirassés, etc. Donc on a vraiment les bains qui sont ici une vitrine de ce pouvoir. Un autre exemple, alors là, c'est le grand écart. On revient à Carnac, c'est le plan que je vous ai montré tout au début de ces bains romains à Carnac, juste devant le premier pylône. Les bains grecs dont je vous parlais avant sont derrière l'arbre. On a vraiment là, sur 300 mètres, toute l'histoire du bain antique. Donc ces bains ont été fouillés par le service des antiquités égyptiennes et ils nous ont appelés pour en faire l'étude architecturale. Et c'est un bijou, ce bâtiment. Il est très bien conservé, tout en briques, et avec cette complexité structurelle dont je vous parlais. Et quand on regarde le plan, donc il y a une complexité chronologique aussi, mais on voit qu'on est dans un système impérial. Une symétrie du plan, 2 parcours en boucle. Ça reprend tous les codes architecturaux des bains impériaux, mais à une échelle minuscule. Ce sont on pourrait dire, les plus petits des grands bains. Ce sont des bains monumentaux en modèle réduit. Alors ici, il y a une restitution que j'ai pu proposer des espaces dans la 4e phase qu'il a pu développer.
où on voit qu'on va vraiment, et on observe le même phénomène en Afrique du Nord. Beaucoup de cités qui ont de l'argent, mais pas forcément suffisamment pour construire des monstres impériaux. Et on va construire des petits bains, mais qui reprennent tous les codes architecturaux des bains impériaux. C'est vraiment une façon de montrer par l'architecture le statut de la ville et d'utiliser ces modèles symétriques et monumentaux. Et ce sont aussi les bains qui sont les bains impériaux qui sont les plus éloignés de Rome. On est à 2600 km de Rome, très au sud, et ils sont intéressants par cet aspect aussi très au sud. Euh, il fait très chaud à Karnak. Je ne sais pas si vous avez pu visiter ce site. Quand on a vu la complexité et l'efficacité des dispositifs de chauffage mis en place à l'époque romaine dans ces bains, on se dit que ces Romains étaient fous. Que comment, pour jouer le jeu d'une pratique romaine impériale presque mondialisée à l'échelle méditerranéenne, on va à Karnak développer des systèmes de chauffage extrêmement sophistiqués, où on a l'impression que c'est pas tant la température atteinte qui compte, mais le différentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, il fait très chaud à Karnak, il fallait qu'il fasse très très chaud dans les bains. Et ça, c'est assez intéressant. On avait souvent parlé de particularités régionales dans l'architecture thermale. En fait, on voit que non, tout ça est très normalisé. Il y a vraiment une pratique et des techniques qui est la même dans tout l'Empire. Depuis le mur d'Adrien en Grande-Bretagne jusqu'à Karnak, il faut des bains chauds, on va chauffer. Et l'autre intérêt des bains impériaux du Proche-Orient, c'est leur longévité. En Occident, avec les différentes crises de l'Empire, dès le 4e, 5e siècle, les grands bains impériaux tombent un peu en désuétude. Il y a des problèmes d'adduction, des problèmes d'aqueduc, des problèmes de sécurité. Les bains finissent par être abandonnés. Au Proche-Orient, pas du tout, c'est l'âge d'or. Le pouvoir se déplace vers l'Orient, c'est la stabilité, et on va continuer à agrandir ces édifices, à rajouter des palestres, des cours, à reconstruire les choses après les séismes. Il y a l'exemple de Cytopolis. Alors, est-ce que j'ai mis une carte là? Donc ça, c'est Bosra. À Cytopolis, par exemple, on le sait par une inscription et par les vestiges, les bains romains sont détruits par un séisme. Cytopolis, hein, c'est sur la rive ouest du Jourdain, au sud de Tibériade. Et après ce séisme, les bains sont reconstruits et au 5e siècle, encore plus grands. On va profiter de la destruction pour faire encore plus grand. À Bosra, ici, les thermes du centre, on voit tout en haut ce grand portique qui est rajouté probablement au 5e siècle. Ce sont des latrines, mais des latrines gigantesques. Quand on les a découvertes, on a vu qu'on avait battu le record des plus grandes latrines du monde antique. On est au 5e siècle et ces latrines pouvaient accueillir jusqu'à 100-110 personnes. Donc c'est vraiment ces grandes latrines à bancs et péristyles d'époque romaine. On voit toute la démesure de cette architecture à une époque où en Occident, les bains tombent déjà un petit peu, en tout cas ces grands bains tombent un petit peu en désuétude. Et ici, une photo des thermes du centre toujours. On n'est pas du côté des latrines, on est du côté des salles de service où une découverte était intéressante et nous renseignait un petit peu sur la question du combustible. Une des objections, ou en tout cas un frein à cette prise de conscience de l'extrême vitalité des grands monuments thermaux au Proche-Orient, c'était l'argument de l'absence de bois de chauffage en particulier. Comment chauffer de tels édifices dans un contexte aride ou semi-aride? Et là, l'archéobotaniste Charlène Bouchot, mais aussi l'archéozoologue Sébastien Lepetz, qu'on avait sollicité sur différents chantiers d'études thermales, nous ont permis, en étudiant les résidus cendreux, de comprendre que ce n'est pas du tout du bois qui chauffait les bains. Il y avait une sorte d'économie circulaire de réutilisation des déchets urbains ou domestiques qui permettait de chauffer les bains. Et par exemple, ici à Bosra, ce qui a été mis en évidence dans tous les déchets cendreux du praefornium, du caldarium dont je vous ai montré la restitution tout à l'heure avec son double vitrage, à l'extérieur, il y a plein de dépôts cendreux qui correspondent au moment où on va nettoyer les fournaises pour faire propre. Et ces dépôts sont des rejets de chauffage. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des centaines, on le voit en haut à gauche, des centaines de milliers de minuscules esquilles osseuses qui correspondent toutes à des pattes ou à des têtes de moutons. Et là, très clairement, les bains étaient chauffés avec des résidus de boucherie industrielle quasiment. On se situe au 5e siècle, et Sébastien Lepetz était lui-même surpris de voir à quel point ces eaux étaient calcinées, calcifiées, même ils faisaient un bruit presque de verre. Ils ont été chauffés et ils ont brûlé. Et on comprend tout à fait qu'il s'agit de résidus de boucherie qui avaient encore de la peau, un peu de gras, et qui pouvaient alimenter ces grands foyers. Et on voit aussi par les études archéobotaniques que les résidus de litière, par exemple, ou les résidus de la presse des olives, on le voit ici à droite, ça c'est une pratique encore contemporaine, dans le nord de la Jordanie, on continue à se chauffer
avec ces boules qui sont des résidus de noyaux d'olive. Après que ça ait été pressé, on peut récupérer tout ça. Il y a encore un peu de graisse, il y a les noyaux, et on peut se chauffer aux résidus d'huile d'olive, aux résidus de la presse des olives. Et on voit qu'il y a toute une économie de recyclage de ces déchets urbains, domestiques, industriels, qui sont mis à profit dans cette architecture et dans ces chaudières thermales. Et ça, c'est quelque chose qu'on va suivre jusqu'au 19e dans les manuscrits d'époque ottomane. Il y a pas mal de contrats, de textes juridiques avec des contrats économiques passés entre des gens qui tiennent des hammams et par exemple des responsables de scierie, de menuiserie, de boucherie aussi. Donc on voit que tous ces résidus-là étaient utilisés pour chauffer les bains. Alors on pourrait faire une conférence entière sur la question du combustible sur les bains. Ici, une restitution de ce même bâtiment, mais à l'époque byzantine, donc où on se chauffait au mouton, et où on voit toujours ce système de double vitrage, mais qui a évolué depuis l'époque romaine. Là, la fouille a mis en évidence des assiettes de verre soufflé qui étaient montées sur des claustras de maçonnerie. Et ça, c'est un système de fenêtres et de vitrage qu'on retrouve encore à Sainte-Sophie actuellement. Donc, on avait dans ces grandes fenêtres thermales ce claustrat avec du verre soufflé. Donc, ces bains d'époque romaine impériale qui perdurent jusqu'à l'époque byzantine, 5e, 6e siècle, vont continuer. Et ici, un autre exemple sur la côte à Tyr, où il y a une mission française également, dirigée par Jean-Baptiste Thion, où l'étude des bains a été confiée à Gérard Charpentier, grand spécialiste de l'architecture thermale, et où ils ont mis en évidence que ce qui a longtemps été considéré comme une grande voie monumentale pavée de marbre était en fait une basilique thermale, un grand bâtiment couvert associé aux bains monumentaux qui sont à côté et qui est reconstruit à la fin du 5e siècle, avec là aussi un programme iconographique incroyable. On voit qu'il y a des statues en marbre qui ont été retrouvées, le sol était en marbre, de grandes colonnes, elles aussi en pierre marbrière, et donc un édifice extrêmement monumental, alors qu'on est déjà loin dans ce qu'on appelle l'époque byzantine. Et d'ailleurs, l'Empire est devenu chrétien à cette époque-là. Donc on voit déjà que le discours moralisateur des pères de l'Église, qu'on va évoquer un peu plus tard, a peu d'effet, on va dire, sur la réalité des pratiques et de ces monuments gigantesques, mais également que les bains vont quelque part devenir les premiers musées. Beaucoup de statues cultuelles qui étaient dans les temples désacralisés, celles qui n'ont pas été détruites par les iconoclastes, vont se retrouver dans ces édifices balnéaires. On a des textes et des vestiges aussi, on le voit aussi à Djerash. Les fouilles de Thomas Lepant sur les grands thermes de l'Est ont mis au jour plein de statues. Clairement, les statues perdent leur aspect religieux, mais gardent leur valeur d'œuvre d'art. C'est la première fois que ce glissement va se faire, et vont être exposés dans ces édifices que sont les grands bains impériaux. Donc ça aussi, c'est un phénomène très intéressant de glissement de signification des statues qui, de Dieu, deviennent œuvres d'art. Je vous disais, ces grands bains impériaux ne sont que la partie émergée de l'iceberg. C'est vraiment la vitrine, les bains qui ornent les centres-villes des cités prospères. Mais la réalité de la masse thermale, comme disait Yvon Tébert, ce sont des petits bains, des bains de quartier, des bains de village. Et ces bains, souvent, pour le Proche-Orient, on a cru que c'était ça, le bain au Proche-Orient à l'époque byzantine. Des petits bains qui préfigurent le hammam. Alors que non, on a vraiment, à la même époque, à l'époque byzantine, deux pratiques balnéaires très différentes qui cohabitent, les grands bains impériaux et les petits bains de village. La pratique est la même, mais on va voir que le glissement va se faire par ces petits édifices qui, étant plus petits, peuvent évoluer plus rapidement que ces grands bains impériaux qui sont un peu coincés dans leur enveloppe monumentale et qui sont moins propices à l'évolution des pratiques. Alors ici, un exemple de ces petits bains à Shahara, en Syrie du Sud, dans le Ledja. C'est une grande étendue de lave qui est au sud de Damas, où les bains sont très bien conservés. On les voit ici avant la fouille, donc on voit que les voûtes sont encore en place. Tout ça est pris dans des niveaux de destruction et des blocs de basalte. Donc je vous le disais, le basalte, c'est indestructible et ça nous est bien utile. Ici, un plan, donc un édifice à circuit en boucle. On rentre par une première salle tiède, destrictarium, salle chaude. On ressort par une autre salle tiède, puis une salle froide. Donc une petite boucle qui reprend à échelle réduite les modèles plus monumentaux. Et une salle chaude qui est ici, avant qu'on la fouille. Donc là, on a un peu transpiré pour enlever tous ces blocs. Mais dessous, on a pu restituer tout le dispositif de chauffage du caldarium et de la salle de service. Donc le caldarium, il est juste
en dessous de la photo. Et là, c'est la salle de service qui est associée avec son foyer et des systèmes d'égouts, d'escaliers, etc., qui permettent de restituer une salle de chauffe complète. Donc avec son foyer, sa citerne, sa chaudière, les hypocaustes, les tubulures. Donc là, on voit à Shahara au IIIe siècle après Jésus-Christ, on a vraiment les petits bains romains clés en main qui se sont installés dans ce village. On n'est pas du tout dans une grande ville, hein. Ce sont des bains villageois, mais qui profitent du luxe des bains romains. Et on voit que c'est une pratique qui va vraiment envahir tous les villages. Et on sait que le maillage villageois en Syrie, en particulier en Syrie du Nord, il est extrêmement prospère et dense. Et tous ces villages vont se couvrir de petits bains de ce type-là. Une évolution qu'on voit dans ces bâtiments, c'est l'apparition d'une grande salle froide, d'une basilique thermale. Et ici sur la coupe, qui correspond à la pièce qui était couverte d'arcs. Petit à petit, au fur et à mesure de l'époque romaine et byzantine, une évolution est observable dans ces bains de petite taille. C'est les salles chaudes qui deviennent de plus en plus petites et les salles froides de plus en plus grandes. Il y a un glissement un petit peu du point d'orgue de l'architecture dans les bains vraiment romains. L'aboutissement du parcours, la pièce qui recevait le plus de soins au niveau du décor, c'était le caldarium. Petit à petit, il y a un glissement et c'est la salle froide qui va devenir la plus grande et la plus luxueuse. Et ça, on le voit sur une planche typologique ici, avec différents bains d'époque romaine puis byzantine jusqu'au VIe siècle, où on voit que ces salles froides en gris vont prendre de plus en plus de place par rapport aux salles chaudes qui se standardisent et qui deviennent plus petites, avec des bassins en particulier qui deviennent de plus en plus réduits. Alors ça, bon, je ne sais plus du tout où j'en suis dans mon texte, mais ici un exemple à Aboumina. Cette réduction des salles chaudes et des bassins, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on pensait que c'était la conséquence d'un appauvrissement, moins de moyens, plus de combustible, il faut être plus modeste les gars, on va faire des petites baignoires. En fait, pas du tout. Une baignoire individuelle ne consomme pas forcément moins qu'un grand bassin. Il faut le chauffer continuellement, il faut changer l'eau. C'est pas forcément un bon choix pour l'économie. Et surtout, les grands bains sont pas remplacés par une petite baignoire. Il y a une multiplication des bassins. Donc en fait, il n'y a pas du tout de gain économique. On le voit ici sur les bains d'Aboumina en Égypte, où ces salles chaudes sont toutes occupées par des petits bassins individuels qui sont très bien chauffés, des dispositifs très sophistiqués d'hypocauste et de salles de chauffe souterraines. Donc on voit que les salles chaudes, loin de se simplifier ou de perdre en qualité, sont tout aussi sophistiquées, mais sont de plus en plus petites, et de plus en plus efficaces en fait. Alors que les salles froides reçoivent tout le décor architectural et tout l'effort vraiment des architectes. Et cette évolution qui apparaît dès l'époque byzantine, elle préfigure en fait la naissance du hammam. C'est dès le 5e, 6e siècle, en Égypte comme au Proche-Orient, mis en évidence au Proche-Orient, à Sergila en particulier, en Syrie du Nord par Gérard Charpentier, que le passage vers le hammam va se faire dès l'époque byzantine. Et ce passage, il est en fait technique. On va passer d'un système de chaleur sèche, c'est celui qui est dessiné en haut, qui correspond au bain de Shahara que je vous ai montré il y a 5 minutes, avec cette chaudière, ce foyer, ces hypocaustes, à un système de bain de vapeur. Ça veut dire que la cuve qui chauffe l'eau, au lieu de simplement produire de l'eau chaude qui alimente les baignoires, va avoir une ouverture vers les salles ouvertes aux baigneurs, et la vapeur d'eau créée par cette cuve va envahir les salles ouvertes aux baigneurs, et on va progressivement transformer une salle du bain chaud en une salle de bain de vapeur. Et ça apparaît dès l'époque byzantine, et clairement, ce n'est pas une perte de qualité, c'est un glissement de l'envie des gens, des pratiques. Progressivement, on va s'immerger non plus dans l'eau, mais dans la vapeur. Et ça va suivre une évolution assez linéaire. Et vers le 9e, 10e siècle, les bains d'immersion disparaissent. On n'a même plus de baignoire individuelle. On ne se baigne plus que dans la vapeur et en se lavant par affusion. On revient à un système à la grecque un petit peu, où on se lave assis sur un tabouret ou au sol avec des vasques et on s'asperge d'eau chaude dans une ambiance saturée de vapeur. Donc ça, c'est la naissance du hammam dès le 6e siècle. Cette évolution des goûts, elle peut suivre aussi quelque part, avec un petit peu de retard, le discours moralisateur de l'Église. Je vous en ai parlé, les pères de l'Église, Sévère d'Antioche en particulier, vont se battre contre le bain. Parce que lieu de perdition, et on voit que le rapport au corps
moment des pères de l'Église, il a beaucoup évolué depuis l'Antiquité. Il n'y a plus du tout de culte du corps. Au contraire, il faut se détacher de son enveloppe corporelle et développer plutôt le spirituel. Et il y a même des ascèses dont on parle dans le pré-spirituel où on parle de moines qui se vantaient et qui étaient sanctifiés parce qu'ils ne s'étaient pas lavés une seule fois de toute leur vie. Donc on voit qu'il y a un décalage total et que le bain devient quelque chose avec un effet très négatif et repoussoir. Sévère d'Antioche, quand il devient évêque d'Antioche, sa première action, son premier décret signé, ça va être la destruction des bains privés de son palais épiscopal et de renvoyer le cuisinier. Donc on voit qu'il y a vraiment ce discours un petit peu rigoriste des pères de l'Église et à l'époque byzantine vraiment de rejet du bain comme lieu de perdition, de paresse, de luxure, de culte du corps et tout ce qu'on voit depuis Aristophane sur ce rejet de la promiscuité des cornus. Mais plus la critique est forte, plus en négatif la pratique est vivante. Et clairement, à l'époque byzantine, on voit ce contraste entre ces discours très moralisateurs et l'explosion architecturale de tous ces édifices, jusque dans le moindre village, et avec beaucoup de luxe. Alors là aussi, un petit peu comme dans le monde nabatéen, il y a un rattrapage spirituel, on va dire, et plusieurs évêques, plusieurs monastères vont construire des bains à destination des pèlerins. Je vous ai montré une image des bains d'Aboumina. C'est exactement pareil à Saint-Hilarion, à Gaza, fouillé par René Elter, où on a des petits bains du monastère qui sont ouverts aux pèlerins. Mais clairement, ça n'est pas considéré comme un lieu de détente, mais vraiment comme un lieu pour se laver, pour se purifier, éventuellement pour se soigner. Je n'ai pas du tout évoqué jusqu'ici les fonctions thérapeutiques du bain, mais elle aussi, elle traverse les siècles. Et donc, l'époque chrétienne va essayer de revenir à ces valeurs purificatrices et thérapeutiques ou liées au pèlerinage en essayant de s'éloigner de la pratique des grands bains romains et de ces termes avec ces grandes piscines chaudes où tout le monde se baigne à poil. Donc clairement, ça ne fonctionnait plus. Et on a l'impression que cette évolution au 5e, 6e siècle, avec la réduction de la taille des bassins qui deviennent individuels et le fait qu'on se baigne dans la vapeur, on revient à une pratique plus individuelle du bain dans des édifices collectifs, mais individuels, et on ne se retrouve vraiment pour se détendre que dans la grande salle froide qui prend de plus en plus d'importance une fois qu'on est rhabillé. Et ça, c'est une évolution qui commence au 5e, 6e siècle et qui va aboutir au hammam. Donc ici, quelques exemples de ces bains d'Antiquité tardive. Bon, je vous ai déjà montré ça, mais le corpus architectural qui illustre le mieux cette évolution, ce sont les bains omeyyades. Donc, vous connaissez sûrement les exemples les mieux conservés en Jordanie, en particulier, Qusr Amra, qui est un site, la chapelle Sixtine de la Badia jordanienne, avec des enduits peints et des scènes figurées magnifiques dans un édifice palatial. Et en effet, les nouveaux conquérants de l'islam, quand ils arrivent depuis l'Arabie, depuis la Mecque en particulier, ils découvrent un Proche-Orient et une Égypte couvertes de bains. Ils découvrent le luxe du bain, et ça, on le sait par les textes, par les compagnons du prophète, par les hadiths, et on a énormément de textes sur la découverte et la stupéfaction de ce nouveau conquérant qui arrive en particulier en Égypte et qui découvre le bain byzantin. Et Fustat, la capitale qui va être fondée sur l'emplacement de la future Caire, très vite va se couvrir de bains privés du fait des nouveaux maîtres qui vont, dans leur nouvelle demeure, se faire construire des bains à la manière des Byzantins. Et on le voit au Proche-Orient avec les Omeyyades qui vont développer aussi une architecture thermale palatiale. Mais les modèles sont exactement les mêmes. Ici à Andarin, donc un site de Syrie centrale, les bains d'époque byzantine sont détruits par un séisme. Ils sont reconstruits une génération après avec un plan exactement similaire. Ils sont distants d'une centaine de mètres, mais c'est exactement la même chose, les mêmes techniques, le même plan, cette même disproportion salle chaude, salle froide, ces mêmes techniques mixtes de chauffage. On a vraiment un modèle qu'on appelle bain omeyyade, mais qu'on pourrait appeler bain byzantin, utilisé par les Omeyyades dans leur palais. Et cette architecture palatiale omeyyade n'est pas que palatiale. On a souvent l'impression qu'à l'époque omeyyade, ces nouveaux princes califes vont développer et revenir quelque part à une pratique hérodienne presque du bain, un bain de clientèle dans des résidences privées. Ceux-là sont très bien conservés parce que ce sont des zones qui ont été abandonnées, mais en ville, c'est exactement pareil. Les bains byzantins continuent à fonctionner et dans les nouvelles fondations urbaines, bon ici un exemple, donc Qusr Amra dont je vous parlais, mais dans les fondations urbaines, ici à Anjar au Liban,
les bains font partie du programme et des équipements d'une ville fondée par les Omeyyades. Sauf qu'ils ont perdu ce côté monumental des termes romains. Je vous ai dit que cette évolution vers le hammam se fait par les petits bains. Les grands bains monumentaux, ils souffrent d'une enveloppe beaucoup trop imposante et importante, tout à fait inadaptée aux nouvelles pratiques thermales. Comment remplir de vapeur un caldarium géant, c'est tout à fait infaisable. Et, on voit qu'il y a des tentatives ici à Bosra, en Syrie du Sud, dans les termes du Sud, on voit que des banquettes et des petites baignoires individuelles sont installées dans l'ancien tépidarium. Donc on voit qu'il y a une tentative de se mettre un petit peu à la mode des nouveaux bains, mais que les bains monumentaux ne s'y prêtent pas. Et c'est à cette époque-là qu'ils vont péricliter au profit de ces petits bains. Et là, on est vraiment sur une trajectoire après très linéaire. Ici, à l'époque Mamelouk, au Liban toujours, à Tripoli, de la naissance du hammam. On n'a pas beaucoup de vestiges des 9e, 10e, 11e siècles, parce que ce sont, comme on l'a vu à l'époque romaine, ce sont des bâtiments qui sont très fragiles et entièrement refaits, et qui suivent aussi l'évolution des modes et des envies. Mais tous les bains d'époque mamelouk, en particulier à Damas et à Alep, suivent ces typologies et ce chauffage par la vapeur, qui est vraiment le descendant direct et linéaire des bains byzantins et omeyyades. Et donc, comme je vous le disais, on est passé au bain par infusion. Le bain d'immersion disparaît, et parfois préservé, mais pour ses aspects thérapeutiques. Mais le bain normal, ça va être un bain par infusion dans des salles remplies de vapeur avec. Alors, je ne sais pas si vous avez été au hammam en Orient ou pas, mais la pratique, on est encore tout à fait similaire à ce qu'elle devait être à l'époque omeyyade. Donc, on se lave par infusion dans ces salles chaudes. Et, et là, l'autre point intéressant, c'est ce rapport de la pratique thermale et de la religion. L'islam, pas plus que la chrétienté, ou que même avant ça, les moralisateurs antiques, ne voient d'un bon œil le bain. Et là, on a une image un petit peu biaisée maintenant, parce qu'on a cette association bain-mosquée, ablution. On a l'impression que le bain, le hammam, est le corollaire de la mosquée. Pas du tout, ça c'est une vision très, très récente qui est plutôt ottomane. Mais dans les premiers siècles de l'islam, le bain est considéré comme impur, complètement impur. Il y a pas mal de textes de penseurs et il y a des joutes même, de vraies polémiques entre penseurs arabes dans la cour en particulier à Bagdad, où on a encore les textes où pour la majorité de ces penseurs de l'islam, le bain c'est l'antre du démon où vraiment c'est un lieu de perdition. Et ça n'est que progressivement que des textes vont décider qu'il est licite de s'y rendre, qu'il est licite de s'y rendre avec d'autres religions, avec des juifs ou des chrétiens, qu'il est licite ou pas d'y faire la prière, mais très longtemps, il a été interdit de faire la prière dans les hammams. C'était considéré vraiment comme quelque chose qui sentait son paganisme à plein nez et qu'il fallait surtout pas rattacher à la religion. Ça n'est que par la suite qu'il est devenu licite même d'y faire ses ablutions. Mais ça, c'est relativement récent. Dans le Moyen Âge euh, de l'islam et du Proche-Orient, le hammam, et ça on le voit dans les Mille et une nuits, dans la littérature, dans la poésie, c'est le lieu de toutes les beuveries, de tous les excès, ou des lieux d'assassinat ou de romance. C'est vraiment toujours un cadre qui est très très loin du sacré. Euh, et là, il y a un petit retour, pas en arrière, mais une sorte de répétition de ce qu'on a observé à l'époque impériale romaine, à l'époque à l'époque ottomane, où on retrouve une logique d'empire quelque part, où l'empire ottoman va avoir cette même va se servir du hammam, encore une fois, comme d'un bâtiment vitrine, et va, au fur et à mesure qu'il va acquérir de nouveaux territoires, doter les centres-villes de grands bains monumentaux. On renoue avec une monumentalité, ici à Istanbul bien sûr, mais aussi bien en Europe centrale qu'en Asie centrale ou ailleurs. Les bains ottomans vont retrouver une monumentalité qui avait un petit peu disparu. Et ici, donc, on est à Bukhara, donc vous voyez, on est déjà bien loin, et on va retrouver un dispositif d'hypocauste, parce que pour ces édifices monumentaux d'époque impériale ottomane, on va être obligé de revenir à un chauffage par le sol pour maintenir à bonne température des bâtiments qui sont redevenus monumentaux. Et, euh, et, cette, euh, et cet aspect politique et presque
enfin, ce rôle de vitrine et de propagande un petit peu de l'architecture thermale a très bien fonctionné, puisque on parle souvent de bain turc quand il s'agit du hammam. Donc on voit que les Ottomans ont tout à fait réussi leur coup. Le hammam est devenu bain turc, comme les bains grecs étaient devenus le terme romain. On voit qu'il y a une réappropriation qui est intéressante. Alors, je ne sais plus pourquoi j'avais mis cette miniature, mais tout ça pour dire que tout ça va continuer pendant tout le Moyen Âge et avec beaucoup de succès. On compte, par exemple, 77 bains au Caire au 19e siècle, ou au 18e. Enfin, on a plusieurs inventaires qui permettent de voir à quel point on a un nombre d'édifices très, très important dans tous ces centres urbains médiévaux. Mais en revanche, l'évolution, elle est très différente à partir du 19e et surtout 20e siècle et ces dernières décennies en particulier. Depuis une cinquantaine d'années, il y a une perte de popularité de ces pratiques traditionnelles. Donc, ce qui était devenu à l'origine une pratique importée de l'Occident ou de Grèce, qui est devenu quelque chose de presque identitaire pour le monde arabe, le hammam, est en train de disparaître. Au Caire en particulier, il n'y en a plus qu'une douzaine. Et encore là, je parle il y a une dizaine d'années. Le dernier inventaire qui a été fait, il y avait une douzaine de bains qui fonctionnaient toujours. Souvent, ils étaient sordides. Ici, une très belle photo d'un édifice tout à fait sordide, où on voit qu'en fait, ces bains deviennent même le refuge de minorités ou de pratiques illicites en Égypte. Et c'est vraiment une tradition refuge qui est en train de disparaître. Au Proche-Orient, c'est un peu moins visible, mais tout aussi réel. À Alep en particulier. Alors ici, c'est une photo donc de bain d'Alep dont on avait fait l'inventaire et l'étude dans le cadre du programme Balnéorient. Et où, alors, j'ai les chiffres quelque part, mais on avait voilà, au 19e siècle, il y avait 40 hammams à Alep. Et en 2010, lorsqu'on a fait l'inventaire, il en restait 12. Alors qu'entre-temps, la population était passée de 150 000 habitants à 1 600 000. Donc une chute, mais catastrophique, même si on a l'impression, venant d'Occident, qu'il y a des hammams partout, en fait, pas du tout. Ils sont vraiment en train de péricliter. Alors, ils essaient de se moderniser. Ils vont rajouter des saunas suédois, des jacuzzis. Ils vont essayer d'attirer une clientèle soit locale, avide de renouer avec des traditions. Il y a beaucoup, en particulier, on le voyait très bien à Damas, toute une frange de la bourgeoisie très éloignée de ces pratiques-là, jugées comme très populaires, mais une nouvelle génération qui essayait de renouer avec ça et qui y allait pour des fêtes, des anniversaires, des mariages, des choses comme ça. Et aussi un tourisme, enfin une fréquentation par les touristes en quête d'orientalisme, mais ça reste vraiment une pratique qui est en train de disparaître. Et ça, c'est une photo qu'on avait prise en 2010 à Alep, ou alors maintenant, je n'en parle même pas. Mais cette pratique du hammam, à part au Yémen, où il y a une vraie vitalité des pratiques balnéaires, c'est en train de disparaître et de disparaître au profit d'une autre pratique mondialisée, on va dire. Et là, on se retrouve un petit peu dans ce qu'on a observé en Égypte au tournant de notre ère, où on avait une pratique traditionnelle du bain gréco-égyptien, avec ses cuves plates, avec ses petits édifices dans tous les villages, face à une mondialisation du modèle romain. Et ici, à notre époque, c'est le modèle du spa. Le spa qui se développe partout avec les mêmes références, cette même mondialisation, uniformisation. Et on le voit en particulier sur ce plan d'un spa qui est sur la mer Morte en Jordanie, où on voit que ça reprend un plan très symétrique qui rappelle les bains impériaux, qui a des pièces avec des coupoles, des petites lumières qui rappellent l'architecture des hammams, qui a des jacuzzis, qui a des saunas. Il y a une espèce de méli-mélo et d'uniformisation de ces pratiques dites traditionnelles qui sont réinventées dans des édifices qui ne le sont pas du tout. Et on s'éloigne complètement de la pratique traditionnelle. Ici, une photo d'un spa près de la mer Morte toujours, où on voit que les citations historiques sont partout. Le plan est celui des bains de Kousser Amra, des bains omeyyades. Les petites niches en haut, ça rappelle le frigidarium des bains de Pompéi, sauf que les niches destinées à ranger son savon et sa serviette, là, elles sont à 3,50 m de haut. On voit qu'on est vraiment dans la citation historique, qu'il n'y a plus aucune utilité à cette architecture. Et de la même manière que la population juive orthodoxe pouvait hurler en voyant arriver les bains romains déployés par Hérode, actuellement, le monde musulman
Urne en voyant se développer dans certaines régions cette nouvelle pratique du bain collectif, le spa, avec des codes culturels qui évidemment ne sont pas du tout les mêmes. Il y a quelques années, eu une décision administrative autoritaire aux Maldives de fermer tous les spas parce qu'ils ne répondaient pas aux lois de l'islam. Et on voit que cet affrontement entre rigoristes et radicaux de la religion, quelque part, vont toujours s'affronter à une pratique jugée décadente. Et ici, on voit comment ils peuvent s'en adapter. Et ça, c'est une machine qui m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu passer la publicité. Donc, c'est l'auto-boudou. C'est la façon de faire ses ablutions, mais de manière licite, sans promiscuité, sans se mélanger avec qui que ce soit. On peut faire ses ablutions avant d'aller prier dans des automates. Donc, on voit qu'on a les deux extrêmes de la pratique balnéaire. Et ici, c'est la dernière diapositive. Après, je vais vous libérer, où on a une mise en parallèle des bains de Karnak que je vous ai montré, et ici d'un bâtiment thermal pareil, toujours sur la mer Morte. J'ai été invité à l'inauguration parce qu'on avait profité du soutien pour financer un colloque. On avait demandé de l'argent à une boîte de spa, leur disant, bon, ça peut les intéresser, ils peuvent nous donner un petit peu de sous pour nos recherches. Ça les a beaucoup intéressés. Bon, ils ont donné peu d'argent, mais ça les a intéressés et ils ont vu nos publications et ils se sont dit, ah bah, on va reproduire une tolos grecque. Et donc, on a une pièce pour se laver les pieds, là, qui reprend la forme de la rotonde à cuve plate des bains de Karnak. Et je trouve que ça boucle bien la présentation et on voit qu'il y a une continuité avec ces évolutions, ces glissements de sens et de pratique qui montrent bien tout l'intérêt de cette étude sur le long terme de l'objet bain collectif. Je vous remercie. Je sais pas si on peut vous poser des questions. Mais il doit être très tard avec tout ça. Mais oui. Par exemple, il y a vraiment une question. Après, je comprends qu'il est très tard, mais n'hésitez pas à copier l'adresse de ce blog. C'est un blog qui actuellement est peu alimenté, mais qui conserve une bonne quantité d'articles et de petites publications de nos travaux et des différents terrains. Et il y a aussi une série de publications. On a organisé dans le cadre de ce projet de Balnéorion plusieurs colloques et qui sont sortis en coédition entre l'IFPO et l'IFAO au Caire sur le bain au Proche-Orient et sur le bain en Égypte en particulier, et sur lequel on continue à travailler. Il y a d'autres volumes qui sont sortis depuis, mais en tout cas, tous ces travaux sont publiés. Je vous en prie.